Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui je pense va beaucoup vous plaire parce qu'aujourd'hui je vous parle d'une affaire mondialement connue et sûrement le cas de possession, le cas d'exorcisme le plus médiatisé, le plus connu et le plus populaire de cette génération. Aujourd'hui je vous parle de l'affaire Anneliese Michel qui a inspiré le film L'exorcisme d'Emily Rose. Vous allez le voir que cette histoire est vraiment très dérangeante, je vais rentrer dans les détails, je vais parler de la vie d'Anneliese et bien sûr je vais parler aussi des exorcismes et de tout ce qui s'est passé en détail. J'ai envie en fait que vous vous fassiez votre propre avis sur le sujet et que vous n'alliez pas directement vers la thèse du paranormal. C'est un peu bizarre venant de moi, mais pour le coup je préfère être un peu plus impartiale dans mes vidéos et vous proposer des thèses rationnelles et des thèses un peu plus surnaturelles pour le coup. Bref, on va pas perdre plus de temps que ça, mettez-vous à l'aise, prenez quelque chose à manger, quelque chose à boire, un petit thé, quelque chose pour être vraiment posé, et on perd pas de temps, on va tout de suite se lancer dans la vidéo. Let's go to the video. The usual dissection of Anneliese Michel est née le 21 septembre 1952 dans la ville de Lebelfing et plus précisément en Allemagne, c'était en Allemagne de l'Ouest. Et Anneliese, elle a grandi dans une famille assez particulière. Elle a eu une enfance classique, on va dire, mais aussi un petit peu spéciale. Pourquoi ? Parce que ses parents étaient assez stricts, aussi assez pieux, donc assez religieux, et aussi assez protecteurs. Et ça peut s'expliquer par un épisode avant la naissance d'Anneliese, puisque la mère d'Anneliese, Anna, en 1948, avait eu une petite fille qui était illégitime, donc qui était hors mariage. Malgré ça, elle a gardé l'enfant, elle l'a beaucoup aimé aussi, j'ai l'impression, et malheureusement, la petite fille est décédée à l'âge de 8 ans. Elle s'est fait opérer d'une tumeur. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des complications post-opératoires, et la petite fille est décédée, et Anna a été bien sûr désemparée, elle était très triste, désespérée, et pour elle, c'était une punition divine, elle justifiait la mort de sa fille ainsi. Et je crois que ça a mené à un peu cet esprit-là qu'elle avait, cette peur, et du coup elle a été très protectrice envers ses 4 filles qui sont arrivées après. Sinon au niveau de sa personnalité, elle est décrite comme une jeune fille très gentille, très mignonne, très douce, qui n'est pas du tout problématique, hein, qui s'en sort bien à l'école aussi, et ses camarades de classe la décrivent aussi comme une jeune fille gentille, classique, douce et un petit peu réservée quand même. Et on peut l'imaginer puisque déjà ses parents étaient assez protecteurs, assez stricts, et puis elle avait 3 sœurs. Et si vous avez plusieurs frères et sœurs, je pense que vous pouvez aussi en témoigner, quand tu as beaucoup de frères et sœurs, tu peux finir par ne traîner qu'avec tes frères et sœurs, être ami avec tes frères et sœurs. Ça peut expliquer un petit peu son caractère plutôt réservé. Donc comme vous pouvez le voir, une vie assez classique, une enfance assez classique, finalement une famille assez classique quand même, rien de particulier, rien de fou ne se passe dans la vie d'Anneliese jusqu'à ce qu'elle ait 16 ans. Il y a eu une escalade d'événements étranges et c'est parti du coup très loin, jusqu'à l'histoire qu'on connaît nous aujourd'hui. Donc tout commence en septembre 1968. Alors c'est un jour normal, Anneliese est en classe, il n'y a rien de particulier qui s'est passé, rien d'étrange non plus, mais elle va s'évanouir en cours, elle va faire un blackout complet et se réveiller quelques temps plus tard. Bizarre, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, mais bon, voilà, on se dit que c'est des choses qui peuvent arriver. Le même soir, alors qu'elle s'est déjà couchée, elle est en train de dormir, elle se réveille un petit peu avant minuit et elle se réveille paralysée. Voilà, donc un peu comme dans une paralysie du sommeil. Elle n'arrive pas à contrôler ses mouvements, vraiment elle peut absolument rien faire de son corps, elle a mal à la gorge, mal à la langue, bref, trop bizarre, très étrange. C'est un épisode qui dure très peu de temps mais qui va beaucoup la marquer, qui va presque la traumatiser. La même chose se reproduit un an après, en août 1969, deuxième épisode, pareil, même scénario, en journée elle va s'évanouir, ça va passer, elle va se réveiller, le soir elle va s'endormir, elle va se réveiller dans la nuit et elle va faire une sorte de paralysie comme ça. Et vraiment, c'est des épisodes qui l'ont énormément terrifiée et qui ont aussi fait beaucoup peur à ses parents qui étaient très protecteurs, particulièrement à sa mère Anna. Le lendemain de ce deuxième épisode, Anna, la mère d'Anneliese, elle s'est dit on va pas tenter le diable, on va aller voir un médecin, c'est quand même bizarre. Bref, elle voulait en avoir le cœur net. Elles sont allées voir leur médecin généraliste qui, à première vue, en voyant Anneliese comme ça,
n'a rien détecté de particulier et il a conseillé par contre à Anna d'aller voir un neurologue. Donc il a conseillé à un confrère à lui qui travaillait à la clinique psychiatrique de Wurzburg. Anneliese du coup est partie voir ce fameux neurologue de la clinique psychiatrique de Wurzburg et on lui a fait passer un encéphalogramme qui est une machine, on va dire, qui est censée détecter des anomalies dans le cerveau. Et d'après le médecin, d'après le neurologue, il n'y avait absolument rien de problématique. Malgré ça, il a quand même émis un diagnostic. Il pensait que Anneliese était atteinte d'épilepsie, qu'elle faisait des crises d'épilepsie, donc pour lui c'était ça. Malgré ça, il n'a pas proposé de traitement à ce moment-là, vraiment rien du tout. Quelque chose qu'il est important de savoir, c'est que Anneliese a toujours eu une santé assez fragile. Avant ses 5 ans, elle a développé la rougeole, les oreillons, la scarlatine, des maladies quand même assez graves, assez lourdes. Et avant ses 5 ans, elle a eu ces 3 maladies-là. Elle était assez fragile. Si bien que on l'a mis à l'école, on l'a mis donc au jardin d'enfants. Ses professeurs de maternelle, on va dire, ont dit à ses parents « Écoutez, il faudrait peut-être que vous la gardiez à la maison 1 année de plus parce que c'est une enfant un peu plus fragile que les autres. » En fait, elle tombait facilement malade, donc c'est un point important à prendre en compte. Quelque temps après le rendez-vous chez le neurologue, Anneliese a eu une angine terrible, si bien qu'on a dû lui enlever les amygdales. Si vous ne le savez pas, les amygdales sont parfois responsables des crises d'angine. Il faudrait que vous vous renseigniez sur internet si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, mais en tout cas, on lui a enlevé les amygdales pour éviter que ça ne se reproduise. Peu après ça, elle a contracté une pneumonie. Encore après ça, elle a eu des symptômes de tuberculose. Donc vraiment, ça allait de mal en pis, quoi. Et d'ailleurs, c'était si grave qu'elle a dû rester alitée. Au bout d'un moment, elle ne pouvait plus aller à l'école et elle est restée à la maison pour, du coup, essayer de se rétablir. En février 1970, elle a été admise dans une clinique, la clinique de Mittelberg, une clinique qui était spécialisée dans les maladies pulmonaires chez les jeunes, en gros. Donc voilà, c'était pour voir un peu comment se développait sa tuberculose, ses problèmes pulmonaires et sa pneumonie également. Elle est rentrée à la clinique et peu de temps après, on a averti ses parents, on leur a dit écoutez, Anneliese elle a aussi des problèmes cardiovasculaires. Donc vraiment, elle était très fragile à ce moment-là et ça s'est développé un peu d'un coup parce que de ses 5 ans à ses 16 ans, ça allait plus ou moins bien. Voilà, elle avait une santé fragile mais elle n'attrapait pas tout et n'importe quoi. Mais à partir de ses 16 ans, à partir de ses premières crises de paralysie étrange, vraiment tout s'est enchaîné d'un coup. Des maladies sur maladies sur maladies, c'était vraiment incompréhensible pour tout le monde. En juin 1970, elle a eu un 3e épisode de paralysie, comme je vous l'ai dit, donc ça l'a encore fait très très peur. En plus, elle était déjà malade et affaiblie. Et du coup, la famille est allée voir un neurologue, mais un autre neurologue que la première fois, le docteur Van Halla. Et ce docteur-là a détecté, lui, en faisant un 2e encéphalogramme, des anomalies au niveau du cerveau d'Anneliese. Et pour lui, effectivement, ça devait être une épilepsie. Et là, il lui a prescrit des médicaments. Donc, c'était le début du traitement pour l'épilepsie. Dans la même période, Anneliese commence à voir des choses très étranges. Mais pour elle, c'était comme des figures démoniaques. Elle voyait des figures démoniaques sur les murs, partout. Elle disait aussi qu'elle entendait des voix qui lui disaient qu'elle allait pourrir en enfer, des voix qui l'insultaient aussi. Et aussi, elle sentait des odeurs. Elle disait qu'elle sentait le feu, le soufre. Elle disait qu'elle sentait des odeurs de matière fécale, donc des odeurs pas très agréables non plus. Et en fait, ces visions-là, ces hallucinations prenaient tous ses sens. Donc, elle entendait des choses, elle voyait des choses, elle sentait des choses. Et imaginez à quel point ça peut rendre fou, ce genre de choses. Mais à ce moment-là, elle vivait quand même une vie assez normale. On va dire qu'elle fonctionnait plus ou moins dans la vie au quotidien. Elle avait même un petit ami, Peter, avec qui elle est restée jusqu'au bout, jusqu'à son décès. Et elle essayait d'y vivre normalement. C'était vraiment le début. Pendant cette période de 1970 à 72, elle va visiter beaucoup de médecins parce que déjà, elle a ces crises-là étranges, mais en plus, elle voit des choses maintenant. Et du coup, on lui prescrit énormément de médicaments, mais ces médicaments font plus ou moins effet. Il est très important de noter qu'à ce moment-là, personne ne pense qu'Anneliese est possédée. C'est important de le noter, il y a beaucoup de gens qui pensent que les symptômes sont arrivés directement, il y a eu des exorcismes, non. Il y a eu une longue période où sa famille, ses parents ont cherché des solutions. Voilà, on cherchait des solutions médicales, des solutions rationnelles pour traiter le mal. Entre mars et avril 1973, Anneliese a commencé à entendre des bruits étranges
juste au moment du coucher. En fait, quand elle était allongée dans son lit, prête à s'endormir, elle entendait des coups, comme si quelqu'un toquait à la porte. Et ça se reproduisait souvent, ça se reproduit énormément de fois, et elle demandait à sa famille, elle leur demandait, écoutez, est-ce que vous entendez ce genre de bruit la nuit? Parce que j'entends toujours des gens qui toquent, je comprends pas. Personne ne pouvait lui apporter de réponse parce que personne n'entendait ces bruits à part elle. Du coup, Anneliese a consulté un médecin qui n'a détecté aucune anomalie au niveau de ses oreilles. En même temps, dans cette période-là, les symptômes, les visions empiraient. Et il y a des moments même où Anneliese était comme bloquée, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait rien faire, elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas contrôler son corps. Et elle était très affaiblie aussi parfois, juste... C'était une descente aux enfers. Et du coup, dans la même période, elle a commencé à souffrir de dépression, comme vous pouvez l'imaginer. Personne ne peut t'aider. Imaginez ce genre de situation-là, où vous voyez des choses, mais personne ne les voit et personne ne peut vous aider. Vous avez pris des tas de médicaments, vous avez vu des tas de médecins différents, mais il n'y a aucune amélioration et justement, ça empire. D'ailleurs, en 1976, pendant une conversation avec un prêtre, Anneliese a dit « C'est une sorte de terreur qui part dans tous mes membres et qui s'y installe. » C'est une terreur qui vous fait penser que vous êtes en plein milieu de l'enfer. Alors un soir, la famille est en train de dîner tranquillement et les mains d'Anneliese se mettent à gonfler anormalement. Vraiment, elles ont pris une taille assez importante. Et Anneliese, d'après sa mère, a dit « J'ai les mains noires, Seigneur, sauvez-moi ». C'est tellement triste. Et apparemment, au même moment où elle voyait ses mains noires, elle voyait aussi sur les murs autour d'elle, dans la salle à manger, des figures diaboliques, des figures démoniaques. À partir de là, la possibilité qu'Anneliese soit possédée commence à faire son chemin dans l'esprit de sa famille, notamment parce que tous les médicaments qu'elle prend ne font pas effet. Eux, ils se disent, elle est épileptique, on lui donne des médicaments, ça doit fonctionner. Mais si elle n'est pas épileptique, les médicaments ne fonctionneront pas dans tous les cas. Donc peut-être que ce n'est pas l'épilepsie, mais peut-être que c'est autre chose. Et elle voit des démons, c'est quand même bizarre. Et c'était une famille aussi très croyante, donc ils se sont dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de démoniaque derrière? Et puis aussi, il y a une de leurs amies, une amie de la famille, qui a conseillé à la mère de Anneliese, Anna, de s'intéresser à cette piste-là, parce que ça commençait à devenir très bizarre. À l'automne 1973, Anneliese devient très amie avec le père Ernest Holt. Et en fait, elle devient très amie avec lui parce que elle peut se confier à lui, il comprend, et ça lui fait du bien en fait, un peu de savoir ce qu'elle a et de se dire que du coup il y a une solution parce qu'il n'y a pas pire que de ne pas savoir ce qu'on a. Et lui, il appuie vraiment la thèse de la possession à ce moment-là. Mais il faut savoir qu'il est revenu un petit peu sur ses paroles en 2007. En 2007, il a dit que il n'était pas vraiment sûr, il était assez sceptique, parce que pour lui, une jeune fille qui était baptisée ne pouvait pas être possédée par le démon. Il n'empêche que le comportement d'Anneliese empirait de plus en plus. Elle devenait très hostile envers les objets religieux, envers les chapelets, envers les croix. Il arrivait qu'elle se mette devant des portraits de Jésus et qu'elle les fixe avec les yeux noirs, vraiment les yeux noirs très démoniaques quoi. En 1975, le père Arnold Renz a entendu parler d'Anneliese, a entendu parler de son cas et il a été très intrigué, il a voulu voir ça de lui-même. Du coup, il a visité Anneliese, il a observé son comportement pendant toute une journée et il en a été très choqué parce qu'elle poussait des cris gutturaux, enfin animal, et elle avait un comportement étrange, un comportement perturbant, mais le pire c'est que parfois elle était soulevée par des forces invisibles et jetée contre des murs. Et d'ailleurs, la mère d'Anneliese a témoigné un peu plus tard aussi en disant que c'est quelque chose qui arrivait très souvent, qu'elle soit poussée contre des murs par des forces invisibles, ce qui fait qu'elle a dormi 3 ans par terre, sur un matelas. Du coup, les pères Holt et Renz se sont dit, bon, c'est un peu trop bizarre, il faut qu'on s'assure qu'effectivement elle est bien possédée par un démon. Ils ont décidé donc de faire une sorte d'exorcisme d'essai sur Anneliese. La séance a commencé et l'un d'eux a dit « Sors de ce corps », dis qui tu es. Et à ce moment-là, Anneliese est rentrée dans une sorte de transe. Vraiment, elle était très énervée, très en colère, et elle a détruit le chapelet qu'elle portait. Et pour la famille et pour les prêtres, c'était un signe qu'elle était possédée par un démon puissant, parce que dans la religion catholique, seuls les démons puissants peuvent détruire les objets saints. Du coup, les prêtres ont écrit à l'évêque de Wurzburg pour lui dire « On a ce cas-là de cette jeune fille-là qui a l'air possédée, ça a l'air vraiment sérieux. Est-ce qu'on peut entreprendre un vrai exorcisme? Est-ce qu'on peut la délivrer de ces démons ?»
Ils ont eu l'accord et en août 1975 s'est déroulé le premier exorcisme d'Annelise. Le premier d'une longue série puisque Annelise a subi 67 exorcismes en tout. C'était presque tous les jours en fait qu'elle subissait des séances. Très vite, les démons se sont montrés, ce qui a beaucoup étonné d'ailleurs les prêtres. Et Annelise, pendant ces séances-là, parlait tellement vite qu'il était un petit peu compliqué de suivre tout ce qui se disait. C'était vraiment un peu le chaos, parce qu'elle criait, elle parlait très vite, et les prêtres ne suivaient pas forcément tout. Et du coup, ils ont décidé d'enregistrer sur des cassettes toutes les séances d'exorcisme. Et du coup, Annelise voulait que ces cassettes soient révélées au monde, elle voulait que ces cassettes constituent la preuve que le mal existe finalement. Mit in die Scheißkassette. Und zwar mit allen zu dem Scheiß gelogen Witzbuschkin. Und dann? Und dann? Dann muss er den Dreck bekannt geben. So, dass an die meisten Leute rankommt. 6 démons auraient occupé le corps d'Annelise. Alors, les démons qui se sont montrés quand on leur a demandé leur nom, alors, il y avait Caïn, il y avait Néron, il y avait Judas Iscariote, il y avait Valentin Fleischmann, il y avait Adolf Hitler et il y avait aussi Lucifer en personne. Je vais vous faire un petit point de tous les personnages qui se trouvaient dans le corps d'Annelise, donc de tous les démons qui la possédaient. On a d'abord Caïn qui est un personnage de la Genèse qui est présent donc dans le judaïsme, le christianisme, mais aussi dans l'islam. Caïn, en fait, c'est le premier meurtrier de l'humanité. Il a tué son propre frère Abel parce qu'il était jaloux, car Abel avait fait une offrande que Dieu avait préférée. On a ensuite Judas Iscariote qui était le 13e apôtre de Jésus. Voilà aussi pourquoi le chiffre 13 est pas très bien connoté puisque Judas a trahi Jésus contre de l'argent. Donc il l'a dénoncé, on va dire, et ça a facilité son arrestation et aussi sa crucifixion par la suite. On a ensuite Néron qui était un empereur romain du 1er siècle, un personnage très négatif encore aujourd'hui, qui aurait tué plusieurs membres de sa famille et qui a organisé aussi une partie des premières persécutions contre les chrétiens à l'époque. Un autre démon qui aurait possédé le corps d'Annelise, Valentin Fleischmann. Valentin Fleischmann était un prêtre du XVIe siècle et en fait c'est un prêtre qui a été excommunié parce qu'il avait commis des crimes, notamment il avait tué des gens, il avait aussi agressé des gens. Donc on l'a viré, on va dire, de l'église. On a Adolf Hitler que vous connaissez tous normalement, responsable de la mort de millions de juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, on a Lucifer, l'ange déchu en personne, le créateur de l'enfer, Satan. Et il n'est pas dit que c'était vraiment ces esprits-là qui se manifestaient, mais les démons sûrement voulaient prendre la forme du personnage connu, assez célèbre et assez malsain, assez négatif. Pendant cette période-là où elle s'est fait exorciser pendant plusieurs jours d'affilée parfois, Annelise ne dormait pas. Vous l'imaginez bien, toutes les nuits, parfois jusqu'à 4 heures par nuit, il y avait des séances donc où elle était exorcisée, qui l'affaiblissaient énormément. Mais en plus, au niveau alimentaire, c'était pas trop ça parce que parfois, elle refusait de manger pour affaiblir les démons et parfois elle se gavait de nourriture mais elle ne prenait vraiment pas 1 gramme. Donc c'était un peu la torture mentale, la faim, le manque de sommeil, tout ça l'a énormément affaibli. Et tout le monde quand même espérait que les choses s'arrangent parce que sinon il n'y aurait pas eu d'exorcisme, il n'y aurait pas eu la prise de médicaments. Tout le monde espérait qu'Annelise irait mieux au bout d'un moment. Peter, son petit ami, espérait d'ailleurs l'épouser quand tout serait fini. Tout le monde avait l'espoir que ça irait bien par la suite. Un jour d'ailleurs, Peter et Annelise, pendant une période d'accalmie où elle allait un petit peu mieux, sont allés se promener dans les bois, voilà. Et tout se passait bien jusqu'à ce que Annelise commence à marcher très vite devant lui et elle ne comprenait pas ce qui se passait du tout. Et quelque temps après, elle a expliqué qu'en fait, elle était en train de suivre la Vierge Marie qui lui était apparue et du coup, elle l'avait suivie et c'était une période, c'était un moment où elle s'était sentie très très bien, elle n'avait plus senti les démons, l'influence des démons autour d'elle, et c'était un moment un petit peu de répit pour elle, et elle a expliqué que la Vierge Marie lui avait dit quelque chose de vraiment extraordinaire. La Vierge Marie lui avait dit, écoute, je suis tellement triste de voir qu'il y a tellement d'âmes qui vont en enfer, il y a tellement d'âmes, tellement de gens qui vont en enfer, ça me rend très triste. Et j'ai besoin d'une personne pour faire pénitence, j'ai besoin d'une personne pour prendre tous leurs péchés.
voilà, pour que d'autres personnes n'aillent pas en enfer, en gros. Et ensuite, elle aurait dit à Annelise, est-ce que toi, tu as envie de faire pénitence? Est-ce que tu as envie d'être martyr, Annelise? Et Annelise a dit que sur le moment, elle n'avait pas répondu, mais qu'elle avait dit, en fait, à la Vierge Marie qu'elle allait considérer sa proposition. Et du coup, pendant cette période-là où elle considérait sa proposition, on va dire que la Vierge Marie lui accordait une période de répit où elle était un peu mieux, elle n'était pas, du coup, possédée par tous ces démons-là. Et quand elle expliquait ça à sa famille, ils se sont dit, c'est un peu bizarre. Pour eux, ils étaient un peu sceptiques. Mais ils sont rendus à l'évidence, ils se sont rendus compte que Annelise allait vraiment mieux, en fait, après cette rencontre avec la Vierge Marie. Du coup, ils se sont dit, bon, peut-être qu'elle dit vrai. Ils avaient tellement vu tout et n'importe quoi qu'ils se sont dit, pourquoi pas, si elle est possédée, pourquoi elle aurait pas vu la Vierge Marie? Mais ce qui leur a fait très très peur, c'est que Annelise leur a dit, moi je pense accepter la proposition de la Vierge Marie, c'est pas grave, je vais souffrir pour que d'autres soient sauvés, c'est mon destin, j'ai envie d'être martyr. Voilà, elle était tellement pieuse que ça peut se comprendre, elle était tellement douce, tellement gentille que ça peut se comprendre, mais c'est aussi très triste. Et du coup, on était au mois d'octobre à ce moment-là. Et Annelise a dit, écoutez, d'ici la fin du mois, d'ici le 31 octobre, la Vierge Marie reviendra. Elle m'a dit que si j'acceptais pas sa proposition, elle me délivrerait de tous mes démons le 31 octobre. Et ses parents ont essayé de la dissuader, bien sûr. Ils se sont dit, mais non, tu vas pas mourir. Non, ils étaient très protecteurs, bien sûr. Dans tous les cas, c'était leur fille, il l'aimait. Il ne voulait pas qu'elle parte comme ça. Malheureusement, Annelise a décidé, elle, qu'elle voulait devenir martyr, qu'elle voulait mourir un peu pour que d'autres soient sauvés. Le père Alt et le père Renz se sont dit, bon, elle va un peu mieux et on va profiter peut-être de cette accalmie-là pour essayer de faire une petite séance d'exorcisme, peut-être qu'aujourd'hui on réussira du coup à la libérer de tous ces démons-là. Ils ont commencé donc la séance et ils ont commencé à invoquer du coup la Vierge Marie justement. Et à partir de ce moment-là, il y a eu comme un cri d'agonie qui est sorti. À l'issue de cette séance-là, après toutes les séances qu'ils ont faites, les démons sont enfin sortis du corps d'Annelise ce jour-là. La séance a continué, ils ont fait une clôture de la séance parce qu'il faut prier pour clôturer la séance, pour que on met un terme à tout ça. Et pendant la prière de clôture de la séance, quelque chose de très étrange, de très rare aussi dans les séances d'exorcisme s'est passé. Les démons sont revenus dans le corps d'Annelise. À partir de là, il y a d'autres séances qui s'enchaînent. Et ils font des séances tous les jours. Ou même quand ils ne font pas les séances, les démons sont toujours là, ils s'expriment. Et les démons disent, on n'arrive pas à sortir. On a envie de sortir, on essaie de sortir, mais on ne nous laisse pas partir. Annelise, à ce moment-là, est vraiment dans une position de souffrance extrême, elle est presque à l'agonie, elle est vraiment pas bien. Et du coup, le 31 mai 1976, les pères Alt et Renz qui pratiquent les exorcismes vont demander au docteur Richard Roth des médicaments parce qu'ils souhaiteraient quand même un peu apaiser les douleurs d'Annelise qui est vraiment pas bien. Le docteur qui a déjà travaillé avec eux avant se dit je sais pas si ce serait une bonne idée, je sais pas comment elle va réagir, elle est possédée, est-ce que elle va bien réagir avec les médicaments, du coup il refuse. Pour lui c'est pas raisonnable de faire ça, de lui donner des médicaments sans savoir la réaction qu'elle pourrait avoir. Et au même moment, elle commence à avoir des blessures aux paumes et aussi aux pieds qui ressemblent aux blessures du Christ. Les blessures donc qu'il avait parce qu'il a été cloué sur la croix. Et cette année-là, en 76, Annelise avait dit en début d'année, quelque chose va changer en juillet. Et le 1er juillet 1976, Annelise Michel est décédée à l'âge de 23 ans.
Après la mort d'Annelise, il y a eu un procès. Donc le procès a été ouvert et les accusés étaient les parents d'Annelise ainsi que les pères Holt et Renz. On les a accusés en fait d'homicide par négligence parce que le procureur de la République, il estimait que s'il y avait juste eu un médecin qui était passé voir Annelise, ça aurait pu éviter, empêcher sa mort. Et ils ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis. C'est une sentence qui est clémente si on ne croit pas du tout à la possession, si on ne croit pas du tout en Dieu, et si on ne prend pas en compte les circonstances, effectivement, on peut se dire, ouais, c'est une sentence qui est clémente, c'est n'importe quoi, ils ont voulu la tuer. Mais quand on prend le point de vue des prêtres qui voulaient l'aider, selon eux, on se rend compte que finalement, il y a des circonstances atteignantes, puisque l'intention n'était pas de tuer, l'intention était d'aider depuis le début. Je me dis qu'effectivement, quand même, la sentence est à la hauteur de l'acte. Un point important, c'est qu'avant le procès, les parents d'Annelise ont voulu déterrer le corps de leur fille, ont voulu exhumer le corps de leur fille pour le placer dans un autre cercueil un peu plus luxueux, parce que pour eux, ils avaient fait un enterrement à la va-vite, un peu bas de gamme et tout ça. Et en tout cas, c'était leur prétexte pour exhumer le corps de leur fille avant le procès. Mais apparemment, en fait, ce qui s'était passé, c'est que ils avaient rencontré une nonne, une religieuse carmélite, qui leur avait dit qu'elle avait eu une vision de leur fille et que le corps de leur fille était intact. Et donc, apparemment, eux, ils voulaient juste en fait vérifier que le corps de leur fille était intact ou non. Enfin, voilà. Mais après avoir exhumé le corps de leur fille, et en tout cas, les professionnels qui ont exhumé le corps ont dit que il n'y avait aucun problème, que le corps s'était détérioré normalement. Par contre, une photo a été prise quand le cercueil est sorti de terre et on peut y voir apparemment, selon certains, une sorte de main. Et pour beaucoup, c'est un peu la preuve que le démon a suivi Annelise jusqu'après la mort, en fait. Et jusqu'en enfer, peut-être. Donc voilà, l'histoire est terminée. Maintenant, passons aux théories. Déjà, on va parler un petit peu des théories paranormales. Première chose, il y a la possession. Donc, des démons sont entrés dans le corps de cette jeune fille, ils l'ont possédée, il y avait 6 démons qui étaient dans son corps, et effectivement, toute l'histoire de la Vierge Marie est vraie, ils n'ont pas pu sortir de son corps parce qu'elle a décidé de devenir martyr, et du coup, elle est morte à cause de ça. On pourrait voir un peu ça comme une figure de Jésus moderne, parce que même les blessures qu'elle avait sur le corps, c'est très bizarre. C'est très intéressant de voir que peut-être qu'effectivement, Annelise Michel était finalement un martyr parce qu'elle avait un cœur très pur et on l'a choisi pour porter le péché peut-être de plein d'êtres humains et pour souffrir à leur place et sauver leur âme. Maintenant, il y a l'hypothèse de la maladie mentale. Peut-être qu'Annelise était épileptique, mais aussi qu'elle souffrait un peu de troubles psychotiques, mais aussi qu'elle souffrait de schizophrénie, des maladies qui à l'époque, dans les années 70, n'étaient pas très connu. On peut se dire aussi qu'il y a eu une grosse influence des pères Renz et Holt. Non pas parce qu'ils voulaient les influencer, non pas parce qu'ils voulaient dire oui vous êtes possédés, nanana, maintenant vous devez faire ça, enfin pas parce qu'ils voulaient, mais parce qu'en fait, sans s'en rendre compte, ils ont conforté la famille d'Annelise, Annelise elle-même, et un peu toute la communauté à croire que Annelise était bien possédée. Donc sans s'en rendre compte, il y avait peut-être une influence comme ça, et Annelise s'est dit ouais peut-être que c'est effectivement ça, et elle s'est comportée en conséquence. Apparemment, c'était une jeune fille très sensible aussi. Dans une de ses conversations avec le père Holt, elle aurait dit « Je n'arrive pas à gérer le monde extérieur ». Comme si vraiment c'était trop compliqué pour elle de gérer ça. Donc ça peut aussi un peu se greffer sur des troubles de la personnalité. Je souhaite revenir sur un des arguments qui a été avancé pour dire qu'elle était possédée, pour affirmer qu'elle était possédée, c'est le fait que les médicaments ne fonctionnaient pas. Il faut savoir en fait que certaines formes d'épilepsie résistent à la maladie. Donc ça représente environ 20% des malades atteints d'épilepsie qui finalement se font soigner, mais assez difficilement parce que l'épilepsie n'est pas contrôlable en fait par des médicaments. Il faut aussi savoir que dans les années 70, beaucoup de choses n'existaient pas encore, comme les IRM. L'IRM en fait c'est une machine qui peut prendre des photos de votre cerveau et depuis la naissance de l'IRM, il y a eu pas mal d'avancées parce qu'on a pu étudier le cerveau vraiment mieux. Et à l'époque, ça n'existait pas. Donc il y a plein de facteurs qui font que, effectivement, Annelise était peut-être possédée, ça dépend un peu de vos croyances, mais la balance penche plutôt vers
une épilepsie qui a été maltraitée ou qui ne pouvait pas être traitée. Et personnellement, en faisant mes recherches, j'ai tenu un petit peu à regarder les forums, voir si je pouvais avoir des avis de professionnels. Et notamment, il y a des professionnels qui travaillent donc dans des hôpitaux psychiatriques, des médecins, des psychiatres, peu importe, qui disent vraiment que il y a des patients qui sont parfaitement normaux à un moment, et dans une crise, je sais pas, de psychotique, peu importe le trouble qu'ils ont, ils sont totalement différents, on ne les reconnaît plus, ils poussent des cris, on comprend pas, certains se disent aussi possédés, mais du coup, effectivement, on comprend que c'est juste la maladie. Après, moi, je parle comme ça, mais effectivement, on connaît pas tout du cerveau, on connaît pas tout de notre univers et de notre monde, et dans ma tête, des fois, j'ai cette hypothèse de me dire, peut-être que les gens qui sont en hôpital psychiatrique, finalement, voient des choses qu'on peut pas voir, et voient des choses qui existent vraiment, mais que tout le monde ne peut pas voir. Je sais pas trop. Donc en fait, je pars un peu dans tous les sens. À vous de vous faire votre idée sur cette histoire. Mais pour moi, il y a énormément de choses à considérer dans cette affaire qui n'ont pas toujours été considérées, et on a pris le côté sensationnel pour en faire une histoire de dingue, alors qu'il y a énormément de choses qui sont explicables en fait. Voilà les gars, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être appris des choses. En tout cas, j'aimerais beaucoup avoir vos avis sur cette histoire. Dites-moi ce que vous en pensez, ça me ferait plaisir de savoir un petit peu tout ça. Peut-être qu'aussi ça m'aidera à élargir un peu mes horizons et mon avis sur cette affaire. Je vous invite à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Je le dis pas tout le temps parce que pour moi c'est normal. Si tu aimes quelque chose, tu t'abonnes pour pouvoir en voir plus. Mais je le dis pas tout le temps, et je pense que certaines personnes regardent mes vidéos sans forcément s'abonner. Mais sachez que moi, ça m'aide beaucoup quand vous vous abonnez. Ça me fait juste plaisir de voir que la communauté s'agrandit. Ça apporte beaucoup de crédit à mon travail. Donc si vous n'êtes pas abonné, faites-le, ça me ferait très plaisir. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux qui seront en barre d'infos si vous le souhaitez. Tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. J'ai Instagram et Twitter où je suis le plus active. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous fais des gros bisous.